4 jours de suite, vous devez en avoir marre de ma gueule. Mais bon, si vous êtes là, c'est que vous voulez savoir comment se termine le chapitre 3 de Confession d'un masque. Et ne vous inquiétez pas, j'ai ça en main. Donc, pour terminer, on va faire de 217 à 247. C'est simple, les deux, c'est ça. J'ai décidé de faire ça de bout pour que ce soit un peu plus dynamique s'il y a des moments un peu intenses. On s'était quitté sur toutes ces pensées me poussèrent à une décision paradoxale. Il fallait sans différer d'un seul jour que j'aille rejoindre Sonoko. Était-ce donc cela, l'amour? Cela ne s'apparentait-il pas plutôt à de la curiosité face à l'angoisse? Je veux dire par là celle qui se manifeste avec une ardeur singulière lorsqu'une boule d'angoisse se loge à l'intérieur de nous. J'avais reçu à maintes reprises de la part de Sonoko, de sa grand-mère et de sa mère, des lettres m'invitant à venir passer quelques jours en leur compagnie. Comme je me sentais gêné de me faire héberger chez sa tante, dans ma réponse à Sonoko, je lui demandais de me trouver une chambre d'hôtel. Elle prit contact avec chacun des établissements du village où elle habitait. Mais sa démarche allait se révéler vaine, car certains servaient provisoirement de bureau à des administrations et d'autres abritaient des Allemands assignés à la résidence. On se demande bien pourquoi des Allemands. L'hôtel, c'était un de mes fantasmes. Je croyais pouvoir réaliser un rêve caressé depuis le début de mon adolescence. J'étais également influencé de façon négative par les romans d'amour dans lesquels je m'étais immergé. Dans ma façon de concevoir les choses, j'avais un petit côté Don Quichotesque. À l'époque de ce héros, les passionnés de récits de chevalerie étaient fort nombreux. Mais pour être aussi foncièrement intoxiqué par ce style de récit, il fallait être soi-même un Don Quijote. Je ne faisais pas exception à la règle. Un hôtel, une chambre close, des clés, des doubles rideaux aux fenêtres, une douce résistance. La connivence qui marque le début de la lutte. À cet instant-là, j'étais sûrement capable de le faire. Comme sous le coup d'une inspiration céleste, je sentirais sûrement une flambée de normalité monter en moi. Comme si j'étais possédé, je renaîtrais sûrement sous la forme d'un autre, d'un homme véritable. À cet instant-là, j'allais sûrement sans la moindre appréhension la prendre dans mes bras et même être capable de l'aimer, en y investissant toute ma puissance. Mes doutes et mes angoisses entièrement balayées, j'allais sûrement pouvoir lui déclarer sans détour « Je t'aime ». À partir de ce jour-là, je serais sûrement capable de parcourir les rues de la ville en plein bombardement aérien en hurlant « Voici la femme que j'aime !» Les natures romanesques sont envahies de doutes subtils face au fonctionnement de l'esprit, ce qui entraîne fréquemment vers cet acte quelque peu immoral qu'est la rêverie. Celle-ci, contrairement à ce que tout le monde pense, ne relève pas d'une initiative de l'intellect. Il s'agit plutôt d'une fuite hors des limites de la raison. Romanesque est écrit en français syllabaire dans le texte de base. Cependant, mon rêve, qui présupposait l'existence d'un hôtel, ne se réalisa pas. Finalement, aucune chambre n'était libre dans les environs, dans les établissements du village en question. Sunoko m'écrivait de nouveau pour me proposer de loger dans sa famille. Je lui répondis que j'étais d'accord. Je fus saisi d'un soulagement proche de la lassitude. J'aurais pu y voir à tort une forme de renoncement, mais je ne fis même pas cet effort. Le train était crasseux et vide. Pourquoi tous les souvenirs de mes voyages en chemin de fer pendant la guerre, à part celui si plaisant que j'ai déjà évoqué, sont-ils aussi lamentables? Cette fois encore, agité d'une obsession enfantine et navrante, je m'abandonnai aux secousses du train. Pas question de repartir de ce village avant d'avoir embrassé Sonoko. Cependant, cette décision n'avait rien à voir avec les résolutions empreintes de fierté qu'un homme, mu par le désir, peut prendre quand il lutte avec sa timidité excessive. J'avais l'impression de me préparer à commettre un vol. L'impression d'être la petite arpette pusillanime qui part cabriolet à reculons parce que son patron l'y a forcé. Le bonheur de me savoir aimé lancinait ma conscience. Après tout, ce que je recherchais, c'était peut-être les coups plus décisifs du malheur. Sonoko me présenta à sa tante. Je venais à me montrer sous mon meilleur jour. J'y mis toute mon énergie. Toute la famille semblait, de façon tacite, partager les mêmes doutes. Comment ça se fait que Sonoko soit tombée amoureuse d'un garçon pareil? Quel étudiant pâlo et terne! Mais qu'est-ce qu'elle peut bien lui trouver?
sympa l'accueil. Dans l'intention louable de me faire bien voir de tout le monde, j'évitais de m'isoler avec Sonoko comme je l'avais fait par le passé lors de notre voyage en train. J'aidais ses jeunes sœurs à apprendre l'anglais, me mettais au diapason de sa grand-mère quand elle évoquait le bon vieux temps de sa vie à Berlin. Chose curieuse, j'avais l'impression, en me comportant ainsi, de me rapprocher davantage encore de Sonoko. Devant sa grand-mère et sa mère, nous ne cessions d'échanger des clins d'œil audacieux. Pendant les repas, nous nous faisions du pied sous la table. Sonoko se prenait de plus en plus à ses petits jeux et lorsque les ennuis interminables de sa grand-mère m'ennuyaient, elle s'adossait parfois à la fenêtre qui donnait sur le feuillage vert et tendre et le ciel couvert de ce mois pluvieux. Et dans le dos de la vieille dame, de manière à n'être vue que de moi, saisissait du bout des doigts la chaîne avec médaillon qui ornait son cou et s'amusait à l'agiter sous mes yeux. La bordure de son col en demi-lune soulignait par contraste sa gorge blanche, une blancheur saisissante. Le sourire qu'elle avait quand elle agissait ainsi m'évoquait le sang lascif qui teignait les joues de Juliette. Donc ça, le personnage de Juliette, on parle pas de Juliette de Roméo et Juliette, mais d'un personnage de Sade, le marquis de Sade, dans Histoire de Juliette, ou les prospérités du vice. Si vous trouvez que ce roman est un peu vulgaire avec ses éjaculations et ses érections, lisez pas du Sade. C'est pas pour vous, c'est pas pour moi non plus, je le sais d'avance. Il a une forme de luxure qui ne convient qu'aux femmes vierges. Différente de celle des femmes faites, elle tourne la tête à la manière d'une brise légère. Il y a en elle un mauvais goût charmant, qu'on trouve par exemple chez les gens qui adorent faire des chatouilles à un bébé. C'est dans ces moments-là que mon cœur soudain basculait vers l'ivresse du bonheur. Pendant de longues années, je m'étais tenu éloigné de ce fruit défendu, mais à présent, il me tenait, il me tentait avec une obstination mélancolique. J'avais la sensation devant Sonoko de me trouver face à un gouffre. Comme le temps s'écoulait ainsi, je voyais venir le jour où il me faudrait repartir pour l'arsenal maritime. Je n'avais pas encore accompli le devoir que je m'étais imposé, embrasser Sonoko. Une bruine caractéristique de la saison des pluies enveloppait toutes ces régions de plateaux montagneux. J'empruntais une bicyclette pour me rendre au bureau de poste. Je devais y rejoindre Sonoko qui avait décidé cet après-midi-là de s'échapper plus tôt de l'annexe d'un ministère où, afin de se soustraire au travail obligatoire, elle avait trouvé à s'employer. En chemin, je passais près d'un grillage rouillé, trempé de brouillasse, derrière lequel un cours de Tony désert avait l'air esselé. Un jeune Allemand, main blanche, de cheveux blonds luisants d'humidité, me croisa en bicyclette, me frôlant presque. Durant mes quelques minutes d'attente à l'intérieur du bureau de poste désuet, le temps se leva légèrement. La pluie avait cessé. C'était une brève éclaircie, une éclaircie qui semblait minauder. Mais le voile de nuages ne se déchirant pas, le ciel avait seulement pris une teinte de platine. Donc le terme en portugais, platina, est retranscrit platina dans le texte de base. Sonoko arrêta sa bicyclette juste devant la porte vitrée de la poste. Sa poitrine palpait, ses épaules mouillées bougeaient légèrement au rythme de sa respiration. Mais un sourire rehaussait l'éclat rouge de ses joues saines. C'est le moment ou jamais. Attaque! J'avais l'impression d'être un chien de chasse dressé pour lever le gibier. On aurait dit que mon obsession du devoir à accomplir me soufflait un ordre dicté par quelques démons. Sautant sur ma bicyclette, je m'engageais de front avec Sonoko dans la rue principale du village que nous laissâmes bientôt derrière nous. Nous roulions parmi des petits bois de sapins, d'érables, de bouleaux blancs. Les arbres ruissellent de gouttes luisantes. Les cheveux de Sonoko qui flottaient au vent étaient magnifiques. Ses cuisses toniques s'activaient dans un vif mouvement de pédalage. La jeune fille représentait à mes yeux la vie même. Après être passé devant l'entrée d'un terrain de golf momentanément désaffecté, nous descendîmes de bicyclette pour faire quelques pas sur le sentier détrempé qui longeait ce terrain. J'étais aussi tendu qu'une nouvelle recrue. Là-bas, il y a un bouquet d'arbres. À l'ombre des feuillages, ce serait l'idéal. Pour arriver jusque-là, comptez une 50aine de pas. Au 20e, tu vas te lancer et dire quelque chose, juste pour détendre l'atmosphère.
Et pendant les 30 pas restants, ce serait bien de lui tenir des propos anodins. 50 pas. Arrivé là, on placera nos vélos sur leurs béquilles pour admirer la vue sur les montagnes. Alors tu poseras la main sur son épaule. Tu pourras même lui murmurer, par exemple, « Nous trouver ici comme ça, j'ai l'impression de rêver. » Alors elle te répondra par quelques paroles puériles, et toi, en resserrant la pression de ta main sur son épaule, tu la feras pivoter afin de l'avoir en face de toi. Pour l'embrasser, tu t'y prendras de la même manière qu'avec Chieko l'autre jour. J'avais juré fidélité à cette mise en scène, où n'intervenait ni amour ni désir. Sonoko se trouvait dans mes bras, souffle haletant, joues rouges comme le feu. Elle gardait les yeux clos derrière ses cils. Ses lèvres étaient d'une beauté enfantine, mais ne suscitaient aucun désir en moi, comme toujours. Pourtant, j'étais suspendu à une attente qui croissait de seconde en seconde. Dans ce baiser, ma normalité, mon amour sans feinte allait peut-être se révéler enfin. La machine s'emballait. Presque personne n'était en mesure de l'arrêter. C'est presque rien à voir. Je plaquais mes lèvres sur les siennes. Une seconde s'écoula. Aucune sensation de plaisir. 2 secondes s'écoula. Toujours aucun plaisir. 3 secondes. J'avais tout compris. Je reculais et un bref instant regardais Sonoko d'un air attristé. Si elle avait capté mon regard à ce moment-là, il y aurait certainement lu l'expression d'un amour indicible. Mais accablée par la gêne et par un consentement très pur, elle gardait les yeux baissés, à l'instar d'une poupée. Sans dire un mot, et comme on s'y prend avec une personne malade, je la saisis par le bras et me mis à marcher vers les bicyclettes. Je devais m'enfuir, prendre la fuite sans perdre une seconde. J'étais au supplice. Pour que personne ne perçoive ma mine maussade, j'affectais une gaieté encore plus vive que d'habitude. Le soir à table, cette apparence de bonheur et l'air totalement absent de Sonoko, qui sautait aux yeux, finirent par passer pour le signe déchiffrable, désolé, d'un accord parfait entre nous, ce qui tourna à mon désavantage. Sonoko semblait plus fraîche que jamais. Il y avait depuis toujours dans son allure quelque chose d'une héroïne des récits d'autrefois. La grâce qui émane de ces très jeunes filles quand elles sont amoureuses. En voyant ainsi exposé au grand jour ce cœur virginal et authentique, j'avais beau m'efforcer de feindre la gaieté, je ne comprenais pas trop clairement qu'un être tel que moi n'avait nul droit de tenir dans ses rêves une aussi belle âme. Si bien que la conversation s'enlisait au point que sa mère me glissa quelques mots pour s'enquérir de ma santé. Sonoko, se méprenant avec une précipitation charmante, crut alors avoir tout deviné et agita son médaillon en signe d'encouragement comme pour me dire « Ne t'inquiète pas ». Un sourire me monta aux lèvres. Les adultes, devant cet échange de sourires effrontés, alignaient des visages mi-consternés, mi-embarrassés, devinant à ces expressions la manière dont tous envisageaient notre avenir à Sonoko et moi, je fus de nouveau pris de frissons. Le lendemain, nous retournâmes au même endroit près du terrain de golf. Là, je remarquai une touffe de fleurs sauvages, des chrysanthèmes jaunes, reliques de nos instants de la veille, que nous avions piétinés. Aujourd'hui, ce n'était plus qu'herbe sèche. L'habitude est quelque chose d'effrayant. Je finis par redonner à Sonoko ce baiser qui, après coup, m'avait tant fait souffrir. Mais cette fois, il était aussi chaste que celui qu'on donne à une sœur plus jeune. Il en émanait un parfum d'autant plus immoral. « Je me demande quand nous allons nous revoir, » dit-elle. « Eh bien, si les Américains ne débarquent pas entre-temps, » répondis-je. « Dans un mois environ, je pourrais prendre quelques jours de congé. » J'espérais, mais plus encore qu'un soupir, c'était une certitude qui tenait de la superstition. Durant le mois à venir, l'armée américaine allait débarquer dans la baie de Hesse, et en tant qu'étudiants réquisitionnés, nous serions tous mobilisés et exterminés au combat. Ou sinon, une bombe gigantesque, comme personne n'en avait jamais imaginé, me tuerait, ou je cherche à me cacher. En conclura-t-on que j'avais eu la prescience des bombardements atomiques? Nous nous dirigeâmes vers le versant ensoleillé de la colline, là où 2 bouleaux blancs aux silhouettes pareilles à 2 sœurs au cœur tendre étiraient leur ombre. Sonoko, qui marchait la tête baissée, se lança et dit « Quand nous nous reverrons, quel cadeau comptez-vous m'apporter? » Par les temps qui courent, tout ce que je pourrais trouver comme cadeau, me sentant acculé, je fis semblant de n'avoir pas saisi.
Ce serait un avion mal fabriqué ou une pelle couverte de boue. Je ne parle pas d'objets matériels. Alors qu'est-ce que ça peut être? Plus je feignais l'ignorance, plus je me sentais aux abois. Voilà un problème bien ardu. Merde, j'ai perdu le bout. Plus je feignais l'ignorance, plus je me sentais aux abois. Voilà un problème bien ardu. J'y réfléchirai tranquillement dans le train au retour. Oui, faites-le. Il y avait dans le timbre de sa voix un curieux mélange de calme et de dignité. Et promettez-moi que vous me rapporterez un cadeau. Sonoko ayant accentué avec vigueur son permettez-moi, cela me porta à me défendre, en fanfaronnant sous une apparence de jovialité. Parfait, alors croisons nos petits doigts. Ai-je dit, l'air important. Et c'est ce que nous fîmes, d'un geste en apparence innocent, mais je sentis soudain renaître en moi une peur éprouvée dans mon enfance. La peur produite sur mon cœur naïf par cette vieille croyance selon laquelle le petit doigt pourrissait si l'on rompait d'une promesse matérialisée par ce geste. Et comme le cadeau dont parlait Sonoko n'était autre évidemment, même si je ne le formulais pas, qu'une demande en mariage, cette peur était amplement justifiée. Elle ressemblait à cet effroi que sent rôder partout autour de lui l'enfant incapable de se rendre tout seul la nuit au cabinet. Ce soir-là, quand à l'heure du coucher, Sonoko s'entortilla dans les pans du rideau tendu à la porte de ma chambre pour me prier d'un air boudeur de rester une journée de plus. Ma seule réaction fut, de mon lit, de la dévisager avec effarement. Tout s'écoulait du fait d'une erreur que j'avais commise dès les premiers termes d'un calcul que je croyais juste. Et du coup, tandis que je regardais Sonoko, je ne savais plus que penser de mes sentiments à son égard. Il faut vraiment que vous partiez? Oui, c'est inévitable. Curieusement, je lui ai répondu d'un ton plutôt satisfait. La machine à mensonges avait recommencé de tourner à vide. Mon contentement n'était autre que l'euphorie d'avoir échappé à la peur, mais je l'attribuais à une sensation toute neuve de supériorité, qui me donnait le pouvoir de mettre Sonoko sur le grill. Me duper moi-même étant désormais ma seule planche de salut. Une personne qui vient de se blesser n'est pas toujours très regardante sur la propreté du premier pansement qu'on lui applique. Pour ma part, la compresse de l'auto-imposture me servant souvent à stopper l'hémorragie. Je n'avais qu'une envie, courir vers l'hôpital à toutes jambes. Cet arsenal englué dans l'indolence, je me plaisais soudain à l'imaginer sous l'aspect d'une caserne au règlement draconien. Une caserne où je devais rentrer dès le lendemain, et défaut de quoi on allait me mettre aux arrêts de rigueur. Le matin du départ, je regardais longuement Sonoko, à l'instar du voyageur contemplant un paysage qu'il est sur le point de quitter. Je savais que tout était fini, alors que tout le monde autour de moi pensait que tout venait de commencer, alors qu'en m'abandonnant au climat de douce vigilance qui m'enveloppait, je ne souhaitais qu'une chose, être ma propre dupe. Cependant, l'air si paisible de Sonoko m'angoissait. Elle me donnait un coup de main pour fourrer mes affaires dans mon sac. Tournait et virait dans ma chambre pour vérifier que je n'avais rien oublié. Puis se plantant devant la fenêtre, elle se mit à regarder au dehors sans bouger. Le temps était encore couvert ce matin-là. Seul le vert des jeunes feuilles attirait le regard. La cime d'un arbre frémit au passage d'un écureuil invisible. De la silhouette de Sonoko, vue de dos, émanait une expression d'attente sereine, terriblement enfantine pourtant. Sortir de la chambre en la laissant ainsi, figée dans cette attitude, aurait été pour moi, qui suis d'un naturel méthodique, aussi insupportable que de quitter une pièce en laissant l'armoire grande ouverte. Je m'approchai de Sonoko et la serrai doucement dans mes bras par derrière. « Vous allez revenir sans faute, n'est-ce pas? » dit-elle avec aisance, d'un ton de certitude absolue. Ces paroles résonnèrent en moi comme si cette certitude s'ancrait dans une confiance qui s'adressait bien au-delà de ma personne à quelque chose de plus profond. Ses épaules ne tremblaient pas. Sur son buste, la dentelle palpitait d'un mouvement un peu altier. Sans doute, si je suis encore vivant. À m'entendre prononcer ces mots, je me sentis dégoûté de moi-même, jusqu'à la nausée. Car à l'âge où j'aurais de loin préféré lui dire « Bien sûr que je reviendrai »,
Je lèverai tous les obstacles pour venir te retrouver. Attends-moi en toute tranquillité. Es-tu pas destinée à devenir ma femme? Dans ma façon de ressentir les choses, dans ma façon de penser, ces curieuses contradictions ne manquaient pas d'une occasion de se manifester. Sans doute, disais-je par exemple. Et ce qui me poussait ainsi à la tiédeur, ce n'était pas un vice inhérent à ma nature, mais quelques tendances déjà à l'œuvre, avant même la formation de mon caractère. Bref, je savais bien que ce n'était pas ma faute, et néanmoins j'avais pris l'habitude d'affronter l'autre part de moi, celle qui me disait que c'était quand même plus ou moins ma faute, en lui adressant des réprimandes absolument ridicules, comme le ferait une personne saine et sensée. Conséquence du système d'autodiscipline que je m'étais imposé dès le début de mon adolescence, je préférais mourir plutôt que de devenir un indécis, une femmelette, un être incapable de marquer clairement ses préférences et ses aversions, un être qui, ignorant de ce qu'est aimer, ne rêve que d'une chose, être aimé. Or, si mes remontances pouvaient en effet se justifier par rapport à la part de moi qui était en faute, elles constituaient dès le départ une exigence inapplicable vis-à-vis de celle qui ne l'était pas. En l'occurrence, adopter une attitude claire et virile à l'égard de Sonoko m'aurait demandé une force bien supérieure à celle de Samson. Et donc, découvrir à cet instant dans les yeux de Sonoko ce qui me semblait être ma véritable nature, l'image d'un homme velléitaire, ne fit qu'exacerber mon dégoût pour cet aspect de moi au point de réduire à rien mon être entier et de tournebouler mon amour-propre. Perdant toute confiance en mon caractère et en ma volonté, j'étais bien obligé de penser, du moins pour ce qui avait trait à cette dernière, qu'elle se réduisait à une contrefaçon. Mais accorder ainsi un tel poids au rôle de la volonté est une conception si excessive des choses qu'elle confine à l'illusion. Même un être normal est incapable d'agir sous le seul empire de sa volonté. À supposer que je fasse partie de cette catégorie, rien ne pouvait que toutes les conditions seraient réunies pour que Sonoko et moi, une fois mariés, menions une vie heureuse. Et par conséquent, ce moi normal aurait probablement répondu lui aussi, sans doute. Mais devant des hypothèses aussi évidentes, j'avais pris l'habitude de fermer sciemment les yeux. Comme s'il était hors de question de manquer la moindre occasion de me tourmenter. Il s'agit là du moyen conventionnel auquel recourt l'homme qui, à défaut d'autre échappatoire, va se réfugier dans ce havre de paix qu'est la certitude de son propre malheur. Sonoko déclara d'un ton calme. « Ne vous en faites pas, vous vous en tirerez sans même une égratignure. Chaque soir, je prie le Seigneur Jésus, et mes prières jusqu'à présent ont toujours été suivies d'effet. Je vois que vous êtes très pieuse. Est-ce pour cela? Vous me semblez d'une grande tranquillité d'esprit, à un point qui m'effraie presque. Pourquoi? Elle leva vers moi ses yeux noirs, à l'éclat pénétrant, comme je croisais ce regard limpide où se lisait une interrogation innocente qui ne laissait aucune place au doute. Mon cœur se troubla et je ne trouvais rien à répondre. Alors qu'une impulsion m'avait poussé jusque-là à secouer Sonoko pour la tirer de la placidité dans laquelle elle semblait endormie, ce furent ses yeux, au contraire, qui en me secouant éveillèrent quelque chose qui sommeillait en moi. Ces deux jeunes sœurs qui partaient pour l'école vinrent me saluer. « Au revoir !» La plus petite chercha à me serrer la main, mais ses doigts ne firent que chatouiller ma paume une seconde. Puis elle s'enfuit vers l'extérieur de la maison en brandissant bien haut dans les maigres rayons du soleil qui soudain apparut, jetait ses reflets entre les feuillages, sa botte à bento rouge fermée par une courroie à boucles dorées. La grand-mère et la mère de Sonoko m'accompagnèrent elles aussi à la gare, et nos adieux prirent donc un tour banal et innocent. Échangeant des plaisanteries, nous nous comportions comme si de rien n'était. Le train arriva enfin et j'allais m'installer près d'une fenêtre. Que ce train s'ébranle et vite, c'était le seul souhait qui m'occupait l'esprit. Venant alors d'une direction imprévue, une voix claire m'appela. C'était évidemment celle de Sonoko. Mais cette voix qui, jusqu'à l'instant d'avant,
m'était si familière me saisit car elle sonnait soudain à mon oreille comme un appel lointain, plein de fraîcheur. La certitude qu'il s'agissait néanmoins de sa voix à elle pénétra mon cœur à l'instar d'un rayon de soleil matinal. Je tournai les yeux vers l'endroit d'où elle venait. Sonoko s'était glissé par le portillon réservé aux employés de la gare et s'accrochait à la barre de bois à demi brûlée qui jouxtait le quai. De son boléro à motif en damier débordait un flot de dentelle qui frissonnait au vent. Ses yeux à l'éclat vif, largement ouverts, étaient tournés vers moi. Le train démarra. Les lèvres un peu lourdes de Sonoko remuaient à peine comme si elle marmonnait quelque chose. Et bientôt cette image figée disparut de ma vue. Sonoko! Sonoko! À chaque oscillation du train, j'évoquais ce nom. Il me semblait empreint d'un mystère indicible. Sonoko! Sonoko! Chaque fois que je prononçais ce nom, un poids me broyait le cœur. À mesure que je le répétais, une fatigue lancinante, pareil à un châtiment, se creusait plus profond en moi. De quelle nature était cette douleur si criante? J'aurais été bien en peine de l'expliquer car, étant sans précédent, elle restait indéchiffrable. Elle me semblait si éloignée des voies empruntées d'ordinaire par les émotions humaines que j'avais presque du mal à la ressentir comme douleur. Pour l'illustrer par un exemple, elle était comparable à celle de l'homme qui, ayant attendu en plein soleil le coup de canon de midi, cherche en vain à capter ensuite quelque part dans le ciel bleu le silence de ce canon, lequel même, après l'heure dite, n'a finalement pas tonné. Et son doute est épouvantable, car cet homme est le seul être au monde à savoir que le canon n'a pas retenti à midi tapante. « Tout est fini! Tout est fini !» murmurai-je. Ma plainte ressemblait à celle de l'étudiant timoré qui vient d'être recalé à son examen. J'ai tout raté. Je suis un raté. Je me suis trompé parce que je n'ai pas tenu compte du terme X. Tout ça ne serait pas arrivé si j'avais commencé par résoudre ce X. Pour aborder les mathématiques de la vie, j'aurais mieux fait d'adopter à ma manière la méthode déductive, comme tout le monde. Je n'ai été qu'à moitié futé, et ça, c'est pire que tout. Je suis le seul à m'être appuyé sur la méthode inductive, et du coup, je me suis planté. Mon trouble atteignait de telles proportions que les voyageuses assises en face de moi commençaient à lorgner d'un œil méfiant mon visage altéré. Il y avait là une infirmière de la Croix-Rouge en uniforme bleu marine et une paysanne pauvre, sa mère probablement. M'apercevant qu'elle me regardait, je dévisageai l'infirmière, et celle-ci, une femme rougissante, rebondit comme une citrouille, s'adressa à sa mère en faisant l'enfant pour masquer sa gêne. « Dis, je meurs de faim! » « Il est encore trop tôt. Encore. Mais je te dis que j'ai faim. Allez, allez! Est-ce que tu peux t'entêter? » La mère finit par céder et sortit un bento. Oui, j'ai fait un accent québécois pour une paysanne japonaise. C'est l'inspiration que j'avais. Désolé. Son contenu était encore plus minable que l'ordinaire des repas qu'on nous servait à l'arsenal. Du riz noyé sous une masse de lamelles de taro. Du taro, c'est une genre de pomme de terre violette qui goûte la vanille. Un putain de... Merde, j'ai pas le mot. Un bubble tea au taro, c'est extrêmement bon. C'est vraiment taste. Cette info, maintenant, vous savez ce qu'est un taro. Du riz noyé sous une masse de lamelles de taro et coiffé de 2 minces tranches de takuan auquel l'infirmière s'attaqua goulûment. Takuan, par contre, je sais pas c'est quoi, mais il explique. Gros radis noirs ou blancs, longuement macérés dans un mélange de saumure et de son de riz. L'habitude qu'a l'homme de s'alimenter ne m'avait jamais paru aussi absurde. Et d'incrédulité, je me frottais les yeux. Je me rendis compte bientôt que cette façon de voir les choses venait du fait que j'avais complètement perdu le désir de vivre. Solide dépression. Ce soir-là, après avoir retrouvé le calme de la maison de mon oncle en banlieue, je commençais
pour la première fois de ma vie à songer sérieusement au suicide. Ouf. Mais il a écrit le roman après, fait que ça veut dire qu'il l'a pas fait. On sait que techniquement, oui. Je vous spoil la vie de Mishima, oui, il est mort d'un suicide. Mais il est mort d'un suicide en 1980 avec un seppuku. Donc, il s'est pas suicidé à ce moment-là précis. Donc, si je peux vous rassurer. Ah non, c'est en 70. Désolé, c'est en novembre 70. C'est le dernier seppuku officiel, je l'avais dit. Il s'est tué avec une épée. Donc, techniquement, il s'est pas suicidé là, sinon il n'aurait pas écrit le roman. Mais plus j'y songeais, plus cette perspective me semblait fastidieuse et même, à la réflexion, plutôt ridicule. Le goût de la défaite n'était pas dans ma nature. Et puis, autour de moi, pareil aux abondantes moissons de l'automne, il y avait d'innombrables types de morts. Morts dans un bombardement, morts en service commandé, morts de maladie, au front ou ailleurs, morts au combat, morts sous les roues d'un train, et rien ne prouvait que mon nom ne fût pas déjà inscrit sur l'une de ces listes. Un condamné à mort ne se suicide pas. J'avais beau tourner et retourner la question, la saison ne se prêtait pas à la mort volontaire. J'attendais donc que quelque chose ait la bonté de me tuer. Ce qui revient à dire ceci. J'étais dans l'attente de quelque chose qui m'accorde la vie sauve. 2 jours après mon retour à l'Arsenal, je reçus une lettre débordante de passion de Sonoko. Expression d'un amour authentique, je réagis par la jalousie. Une jalousie insupportable, comme une perle de culture doit en ressentir devant une perle naturelle. Quoi qu'il en soit, y a-t-il en ce monde un seul homme capable d'éprouver un tel sentiment à l'égard de la femme qu'il aime, précisément à cause de cet amour? Après m'avoir laissé, Sonoko était repartie au bureau à bicyclette. Elle était tellement dans la lune qu'une de ses collègues lui avait demandé si elle ne se sentait pas mal. En classant des dossiers, elle n'avait cessé de se tromper. Elle était retournée déjeuner chez elle, puis en se rendant de nouveau au bureau, avait fait un détour par le terrain de golf, devant lequel elle avait arrêté sa bicyclette. Là, elle avait revu, intactes, les chrysanthèmes jaunes que nos pieds avaient écrasés. Ensuite, ses yeux étaient tournés vers les flancs dénudés du volcan, qui, à mesure que le brouillard se dissipait, développait une étendue d'ocre rouge, lustrée sur le miroitement de la lumière, tandis que des traînées de brouillard plus sombres commençaient à s'élever d'entre les vallées. Et elle avait vu aussi le feuillage de ces 2 bouleaux blancs, aux silhouettes pareilles à 2 tendres sœurs, frémir comme sous le coup d'un infime pressentiment. Tout cela au moment même où, dans le train, je me torturais l'esprit pour trouver un moyen d'échapper à l'amour que j'avais moi-même planté dans son cœur. Mais par instant, j'étais enclin à me rassurer en me laissant bercer par un fou fuyant assez coquet, qui était peut-être le plus proche de la vérité. C'est justement parce que j'aime Sonoko que je dois la fuir. Par la suite, je continuais de lui écrire fréquemment des lettres dans lesquelles, malgré l'absence de toute évolution dans mes sentiments, j'évitais un ton qui aurait pu passer pour de la froideur. Au bout d'à peine 1 mois, elle me fit savoir que Kusano était autorisé par la seconde fois à recevoir la visite de sa famille, qui comptait donc aller le voir dans les environs de Tokyo, là où il venait d'être muté. Ma faiblesse me poussait à y aller aussi. Curieusement, alors que j'avais pris la ferme résolution de fuir Sonoko, je ne pouvais résister à la tentation d'une nouvelle rencontre. Or, dès que je la revis, toujours égale à elle-même, je découvrais la métamorphose qui s'était opérée en moi. Du même, je ne parvins même pas à adopter le ton de la plaisanterie avec elle. Mais Sonoko, son frère aîné, sa mère et sa grand-mère mirent ce changement d'attitude sur le compte de ma retenue, sans plus. Kusano, me regardant avec sa gentillesse habituelle, me dit ces mots qui me firent frissonner. Je vais bientôt t'envoyer une note d'une certaine importance. Ne t'impatiente pas. Une semaine plus tard, quand je rentrais chez mon oncle pour un congé, la lettre était déjà là. L'écriture de Kusano, d'une maladresse enfantine, révélait l'amitié authentique qu'il me portait. Concernant Sonoko, toute la famille prend les choses au sérieux. Et on m'a nommé ambassadeur plénipotentiaire. Mon propos est simple. Je veux juste te demander quel est ton sentiment.
Tout le monde te fait confiance, à commencer par Sonoko, bien sûr. Apparemment, ma mère commence à songer au mariage. Elle se demande même quand la cérémonie pourrait avoir lieu. Mais cette cérémonie mise à part, je crois qu'il serait temps de fixer la date des fiançailles. Bien sûr, ce ne sont que de pures suppositions de notre part. Voilà pourquoi je voudrais savoir comment tu ressens les choses. Ma famille souhaite prendre contact avec la tienne pour régler tous les détails dès que tu auras répondu. Quoi qu'il en soit, il est pour moi hors de question de brider ta volonté. Simplement, si tu me disais la vérité, ça me rassurerait. Si ta réponse est non, je ne vais certainement pas t'en vouloir et me mettre en colère, et ce refus n'aura aucune conséquence sur la suite de notre relation d'amitié. Si c'est yes, je s'en serais évidemment ravi, mais un no ne me laisserait pas du tout. J'aimerais vraiment que tu me répondes en toute franchise, en toute liberté. Je t'en prie, donne-moi une réponse qui ne soit dictée ni par le devoir, ni par les circonstances. Ton grand ami qui attend ta lettre. Le yes et le no, c'est en anglais dans le texte original, les deux. J'étais atterré. Craignant que quelqu'un ne m'ait aperçu en train de lire cette lettre, je regardais tout autour de moi. Ainsi, ce que je croyais impossible s'était produit. Je n'avais pas inclus dans mes calculs la différence substantielle qui existait entre cette famille et moi dans nos manières de percevoir et de considérer la guerre. Je n'avais que 20 ans, j'étais étudiant, réquisitionné à l'Arsenal, j'avais grandi en outre durant une période de guerre incessante, si bien que je m'étais fait une image un peu trop romanesque. Romanesque est en français dans le texte original. Un peu trop romanesque du pouvoir de celle-ci. Tandis que le conflit si violent abordait son dénouement tragique, l'aiguille aimantée des occupations humaines restait invariablement orientée dans une seule direction. Moi aussi, jusqu'à présent, j'avais bien cru être amoureux. Alors pourquoi ne m'étais-je pas aperçu de cela? Un drôle de sourire narquois flottant sur mes lèvres, je relus la lettre de Kusano. Une sensation très banale de supériorité vint alors me chatouiller le cœur. Je suis victorieux. Objectivement, je suis heureux et personne ne peut me le reprocher. Donc un type comme moi a même le droit de mépriser le bonheur. Alors que l'angoisse et une tristesse intenable m'emplissaient le cœur, je plaquais sur mes lèvres un sourire présomptueux et ironique. Il te suffit de franchir d'un bond ce petit fossé. Ce n'a qu'à considérer les derniers mois écoulés comme une pure divagation. Considérer aussi que Sonoko, cette petite demoiselle, tu ne l'as jamais aimée. Dans le fond, c'est un désir de rien du tout. Oh, le menteur! Qui l'a poussé à la duper, la refuser, rien de plus facile. Donner un baiser, ça ne crée pas d'obligation. Moi, Sonoko, mais je ne l'aime pas. Cette conclusion me mit aux anges. Quelle merveille! J'étais devenu un homme capable sans amour de séduire une femme, puis de l'abandonner sans le moindre scrupule dès qu'elle avait commencé à m'aimer. Comme si ce moi-là se trouvait à milieu de l'excellent élève honnête et moraliste que j'étais. Et pourtant, il y avait une chose que je ne pouvais ignorer. Un bourreau des cœurs qui abandonne une femme avant d'être arrivé à ses fins, ça n'existe pas. Je fermai les yeux. À l'instar des femmes têtues entre deux âges, j'avais pris l'habitude de me boucher les oreilles quand je ne voulais pas entendre. Il ne me restait plus qu'à manœuvrer pour faire obstacle à cette union. J'étais dans l'état d'esprit de l'homme qui s'oppose au mariage, de celle qu'il aime avec un rival. J'ouvris la fenêtre pour appeler ma mère. La lumière violente de l'été brillait sur le vaste potager. Les tomates et les aubergines inclinaient avec acrimonie vers le soleil comme pour le contrarier, leur verdure desséchée. Le soleil de ses rayons longuement mijotés engluait les nervures de ses feuilles robustes. Un obscur débordement de vie végétale était terrassé par l'éclat de ce potager, qui s'étendait à perte de vue. Au loin, dans l'enclos d'un sanctuaire Shinto, un petit bois tournait vers nous, son visage sombre. Encore plus loin, au creux d'une plaine invisible, un train de banlieue passait parfois, dans un flot de vibrations douces. Chaque fois, après la poussée légère et grésillante des photographies sur les lignes électriques, on voyait ceux-ci briller d'un air langoureux en oscillant.
Sous un fond d'énormes nuages d'été, ces oscillations qui semblaient suggérer quelque chose ou au contraire ne rien suggérer du tout, se poursuivaient d'un instant à l'autre. Se poursuivait un instant à l'aventure. J'ai vraiment dit n'importe quoi. Je vais recommencer. Sur un fond d'énormes nuages d'été, ces oscillations qui semblaient suggérer quelque chose, ou au contraire ne rien suggérer du tout, se poursuivaient un instant à l'aventure. Du beau milieu du potager émergea un grand chapeau de paille garni d'un ruban bleu. C'était ma mère. Quand le chapeau de mon oncle, son frère aîné, dédaignait de se retourner de mon côté. Il resta aussi immobile qu'un tournesol à la tige brisée. Depuis que ma mère était venue vivre à cet endroit, sa peau avait un peu bruni, mettant en valeur ses dents blanches qui luisaient de loin. Lorsqu'elle se trouvait à portée de voix, elle me cria d'un ton perçant comme le font les enfants. « Qu'est-ce qui se passe? Si tu as quelque chose à me dire, sors donc de la maison! »« Mais c'est important! Viens ici une minute! » L'air massaude, elle approcha d'un pas traînant. Elle portait un panier plein de tomates bien mûres. Arrivée près de moi, elle le posa sur le rebord de la fenêtre et me redemanda ce qu'il y avait. Je ne lui montrai pas la lettre. Je me contentais de lui en résumer le contenu. Et tandis que je parlais, je finis par ne plus comprendre pourquoi j'avais fait venir ma mère. Était-ce donc pour me convaincre moi-même que je continuais de pérorer ainsi? Mon père était un homme pointilleux, qui ergotait surtout. Et si nous vivions sous le même toit, celle qui allait devenir ma femme en souffrait certainement. Pourtant, dans la situation actuelle, je ne voyais pas comment nous pourrions partir, nous installer ailleurs. Notre mentalité, un peu vieux jeu, ne cadrerait pas avec l'atmosphère plus gaie et plus détendue qui régnait dans la famille de Sonoko. Pour ma part, je ne voulais pas m'encombrer de soucis en me mariant si vite. Bref, d'un ton très calme, j'insistais sur les aspects négatifs de la chose, en alignant toute une série d'arguments rebattus. J'avais envie que ma mère s'oppose fermement à moi. Or, elle réagit avec la douce indulgence qui lui est si naturelle. Je trouve ça un peu bizarre, ton histoire. Elle mit son grain de sel dans mon discours, sans avoir l'air d'accorder de grande importance à tout cela. Mais toi, quels sont tes sentiments? Tu l'aimes? Tu ne l'aimes pas? Eh bien, moi, à vrai dire, je balbutiais presque. En fait, je n'avais pas pris les choses vraiment au sérieux. Pour moi, c'était une sorte de jeu. Mais de son côté, elle a fini par y croire. Et du coup, je suis bien embarrassé. En ce cas, je ne vois pas ce qui te pose problème. Plus vite tu clarifieras la situation, mieux ce sera pour vous deux. Après tout, le propos de cette lettre, c'est juste de tâter un peu le terrain. Alors tu ferais mieux d'y répondre clairement. Bon, sur ça, je te laisse. Ça te va comme ça? Je poussai un léger soupir. Une fois arrivé au niveau du portillon de bambou, à demi obstrué par une haie de maïs, ma mère revint un petit pas pressé jusque devant ma fenêtre. Son expression avait légèrement changé. Au fait, à propos de ce que nous venons de dire, et elle me considéra d'un œil plus distant, celui d'une femme qui découvre un homme qu'elle ne connaît pas. Avec Sonoko, tu n'aurais pas déjà... Est-ce que tu es bête, ma chère maman? J'éclatais de rire. Il me semblait que jamais de ma vie je n'ai ri avec autant d'amertume. Tu me penses capable de faire une chose aussi stupide? Moi? Tu ne me fais donc pas confiance? Oh, je le savais bien. C'était par acquis de conscience. Il protesta d'un air un peu gêné tandis que son visage s'éclairait de nouveau. Tu sais, les mères, leur principale fonction dans la vie, c'est de s'inquiéter pour cette sorte de choses. Mais rassure-toi, je t'ai fait entièrement confiance. Ce soir-là, j'ai rédigé une lettre de refus détournée qui, même à mes yeux, semblait bien artificielle. J'écrivis que les choses étaient trop soudaines et que pour le moment, mes sentiments n'avaient pas encore pris cette tournure-là. Le lendemain matin, quand je m'arrêtais au bureau de poste pour envoyer la lettre avant de retourner à l'arsenal, l'employé, avec deux N, donc c'est une fille, l'employé chargé du service des exprès regarda d'un air soupçonneux mes doigts qui tremblaient.
Quant à moi, je ne la quittais pas des yeux tandis qu'elle la posait de ses mains rudes et sales, mais d'un geste très professionnel, le tampon sur ma lettre. Voilà mon malheur traité ainsi, de manière administrative, me consola. Les attaques aériennes visaient désormais des villes de petite et de moyenne importance, comme Hiroshima et Nagasaki. C'est des villes de moyenne importance. Maintenant, de grande importance, surtout de grande importance historique, mais voilà. Le risque de perdre la vie semblait momentanément écarté. Parmi les étudiants, la thèse de la capitulation était très en vogue. Un jeune professeur assistant, en évoquant le sujet de façon allusive, tentait de se gagner la faveur de ses élèves. Quand je voyais ses ailes de nez se dilater tandis qu'il énonçait les opinions les plus sceptiques, je me disais « Tu ne réussiras pas à me berner ». Par ailleurs, j'avais les yeux assez dessillés pour jeter des regards tout mauvais sur les fanatiques qui croyaient en la victoire. Gagner la guerre, la perdre, cela m'importait peu. Ce que je voulais, c'était renaître, tout simplement. À cause d'une forte fièvre d'origine inconnue, on me renvoya dans mes foyers en banlieue. Tout en contemplant le plafond qui tournait sous l'effet de cette fièvre, je ne cessais de murmurer en moi-même le nom de Sonoko, comme on récite un mantra. Quand je parvins enfin à me lever, j'appris aux actualités l'anéantissement de Hiroshima. On en parlait justement, il faut croire que je suis devin. C'était notre dernière chance. D'après la rumeur, ce serait bientôt le tour de Tokyo. Non, après Hiroshima, c'est Nagasaki, mon cher. Mais t'es pas non plus à Hiroshima, fait que t'es aussi tranquille. Même si c'est pas ce que tu veux. Je déambulais dans les rues, vêtu d'une chemise et d'un short blanc. Les gens parvenus à l'extrême limite du désespoir marchaient tous le visage radieux. Le temps s'égrenait sans que rien ne se passe. On se trouvait au bord d'une attente frémissante et joyeuse, comme au moment où l'on continue de gonfler un ballon de baudruche en se demandant « Va-t-il éclater maintenant ?» ou « Pas encore ?» Si cela s'était plongé dans plus d'une dizaine de jours, cette tension trop forte n'aurait pu déboucher que sur la folie. Un beau jour se faufilant entre les tirs des canons antiaériens qui rataient bêtement leur cible, des avions pimpants larguèrent des tracts de propagande du haut du ciel d'été. Des tracts annonçant que les pourparlers de paix étaient engagés. Ce soir-là, mon père se rendit directement de son bureau à notre logement temporaire en banlieue. Ah, ces tracts disent la vérité. Entrant par le jardin, il prononça ces mots dès qu'il s'assit au bord de l'Engawa. Engawa, galerie en bois protégée par un auvent et ouverte sur l'extérieur qui fait la transition dans l'habitat traditionnel entre la maison et le jardin. Puis il me montra la copie du texte original en anglais qu'il tenait de source sûre. Je pris ce papier, mais avant même d'y jeter un œil, j'avais saisi l'événement dans toute sa réalité. Je ne parle pas ici de la réalité de la défaite. Pour moi et pour moi seul, celle-ci signifiait l'imminence de jours effrayants. Elle était le signe que cette vie quotidienne des hommes, dont le nom suffisait à me faire frémir et que je n'avais cessé d'éluder en me faisant croire qu'elle n'arriverait jamais, allait s'abattre sur moi dès le lendemain, que je le veuille ou non. Après 4 vidéos, nous avons enfin terminé ce très long chapitre 3, fort en émotion, fort en tournure, fort en beaucoup de choses. Donc, vous avez vu ma face 4 jours de suite. Maintenant, vous allez prendre une pause de ma face pendant une semaine. Et le 30 septembre, nous allons terminer le mois avec le dernier chapitre, le chapitre 4, qui va être pas mal, je dirais la vidéo la plus longue, presque proche d'une heure, puisque c'est de la page 248 à 287. Mais n'oubliez pas qu'après ça, après ce chapitre-là, il va aussi avoir la conclusion, donc un peu mon avis sur le livre, et la suite de mes vidéos, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours. C'est bon? Je pense que vous avez essayé ma face, au moins si on compile les 4 vidéos, un bon 3-4 heures. Donc, je vous dis ciao,
et dans une semaine pour le dernier chapitre et la conclusion.